Bonjour, cette vidéo a un double objectif. 1. Vous familiariser avec ce que sont les nudges. Et 2. Vous détailler le processus de création de nudge avec la méthode Nudge Creator. Voilà, c'est parti. Alors, face à des situations comme celle-ci, pourquoi n'arrêtons-nous pas de prendre la voiture pour moins de stress, plus de bien-être, voire des économies de carburant? Pourquoi, face à l'enjeu de santé et de pandémie, n'agissons-nous pas comme nous devrions agir? Et face aux enjeux climatiques, pourquoi ne faisons-nous pas ce que nous devrions faire? Est-ce à dire que quelque part, nous sommes irrationnels, c'est-à-dire ne nous faisons pas ce que l'économie traditionnelle ou le bon sens devrait nous amener à faire si nous y prenions un peu d'attention? La question est, mais pourquoi ne faisons-nous pas ce que nous devrions faire? Alors, pour ça, on va faire un exercice et puis je vais vous montrer deux visuels et vous réagirez ou je réagirai pour vous évidemment en voyant les deux visuels. Voilà, c'est parti. Quand vous voyez ce visuel, comment réagissez-vous? Quelle est votre première réaction? Bien sûr, spontanément, tout le monde va dire la colère, elle crie, ça paraît évident. Deuxième diapositive, ce chiffre, comment vous réagissez? Eh bien là, souvent, le temps de réaction est plus long. On me demande en fait ce qu'on en attend de moi. Est-ce que c'est une multiplication? Est-ce que c'est une dimension? Et donc là, je suis un peu en attente. Et donc, qu'est-ce qu'on a vécu entre les deux images que l'on a vues? Ben, la première image, celle d'une femme qui est en colère, a été décodée très très rapidement, simplement, par quasiment tout le monde. La deuxième image, qui nécessitait une connaissance particulière ou un talent particulier, eh bien là, ça a été plus complexe. Notre cerveau s'est mis à réfléchir. Est-ce qu'il me demande de multiplier? Est-ce que c'est une dimension? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et c'est pas mon univers habituel, donc je suis resté bloqué. Et donc il faut savoir que face à de nouveaux comportements, par exemple là simplement quelle est la réaction que je peux avoir face à une image, soit l'image d'une femme, soit à une dimension, face à un nouveau comportement attendu, on voit que 10% sont réfractaires, 30% l'adoptent assez facilement et 60% sont plutôt ouverts à l'adopter, mais ont besoin de ce petit coup de pouce pour passer de l'intention à l'action. Et c'est évidemment les nudges qui vont nous donner ce petit coup de pouce, mais j'y reviendrai. La question est comment faire donc pour faire agir et en utilisant notamment ce petit coup de pouce. Mais ce petit coup de pouce, quel est-il? Si on prend en considération notre réaction face aux deux images que l'on a vues, la femme en colère et puis la multiplication, 17 par 24, que s'est-il passé dans nos cerveaux? Eh bien, il y a un économiste psychosociologue qui s'appelle Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 1977, qui a défini, selon ce système-là, système 1, système 2, comment l'individu agissait face à un comportement attendu, ou en tout cas face à une interrogation. Et il agit de manière suivante, selon deux vitesses de pensée. Donc, le système 1, le système 1 serait un système non contrôlé, sans effort, associatif, rapide, plutôt inconscient et qui exprime un talent. On l'a vu avec l'image de la femme, tout de suite, la plupart d'entre nous avons rapidement compris qu'il s'agissait d'une femme en colère. Voilà. Le système 2, lui, il est contrôlé, il exige des efforts, il est déductif, il est plutôt lent, il est conscient, il applique des règles. C'est-à-dire qu'en fait, quand le fonctionnement de notre système 2, ça nécessite
plus d'efforts. Et par exemple, on l'a vu sur 17 par 24, si on avait eu le talent d'être mathématicien, tout de suite, on aurait fait la multiplication et donc on aurait été un système 1 qui ne demande pas d'effort ou de réflexion. Face à notre incompétence en matière de mathématiques, le système 2, ben, il réfléchit, il essaye de faire la multiplication, il n'y arrive pas, il essaye de comprendre et c'est pas toujours le cas. Il faut savoir que en fait, le cerveau choisit toujours la facilité. Pourquoi? Tout simplement parce que le cerveau, son rôle principal, c'est d'alimenter l'ensemble du corps. Et donc, chaque fois qu'il peut faire des économies de réflexion, eh bien, il préfère ce qui relève de la routine ou des habitudes, évidemment. Et donc, quand on lui demande un effort particulier face à une multiplication ou face à une note de service ou une affiche pas très claire ou une information, une communication pas très claire, ça lui demande des efforts et cet effort-là, évidemment, consomme de l'énergie et cette énergie-là, il ne la met pas évidemment à soit réguler comme il faut le corps et donc du coup on dit souvent bah, j'ai la tête qui chauffe, soit ça ne lui permet pas évidemment de faire face à un danger immédiat qui nécessiterait l'ensemble des compétences et l'ensemble des efforts de la personne, y compris la réactivité du cerveau. Donc c'est pour ça que le cerveau préfère toujours la facilité, ce qui ne lui demande pas d'effort, et chaque fois qu'il s'appuie sur une routine ou sur quelque chose qui est inné acquis, eh bien il est content. Ainsi, face à un choix, quand l'individu est confronté à un choix, ben, que fait-il? Voilà, que va-t-il se passer? Et du coup, quelle incitation pour aider l'individu à prendre la bonne décision face à un choix, bien sûr, hein, sans le priver de sa liberté? C'est bien ça la question. Comment faire pour que on amène l'individu à faire le bon choix pour lui, évidemment, mais aussi pour les autres, voire pour la planète, pour l'intérêt général, pour le bien commun. Voilà, face à un ensemble de décisions, comment l'aider à prendre la bonne décision, mais évidemment sans le priver de sa liberté, parce que si on prive l'individu de sa liberté, évidemment qu'il va être plutôt en réaction et plutôt en opposition. On dit souvent dans l'économie comportementale, qui est la base des nudges que l'on va découvrir sous peu, que on doit proposer en fait une architecture de choix et du coup quelle bonne architecture de choix proposer qui semble le mieux adaptée pour faciliter la décision de l'individu. En fait, il faut simplement se rendre compte que l'individu face à une décision, il a des choix. Eh bien, pour lui faciliter le choix, c'est la façon dont on va architecturer, présenter les choix qui vont aider l'individu à prendre la bonne décision ou faire le bon choix, celui qui vaut pour son intérêt évidemment, mais aussi éventuellement pour le bien commun ou l'intérêt général. Mais néanmoins, il faut arriver à lever les biais pour faciliter cette prise de décision. Comment on va lever les biais pour faciliter cette prise de décision? Eh bien, pour lever les biais, c'est les nudges, c'est le nudge, c'est ce coup de pouce qui va nous aider à lever les biais. Alors, vous avez ici deux nudges différents. Un très connu, la mouche, et puis l'autre qui est moins connu, qui est ce nudge qui s'appuie sur la norme sociale, on le reverra, où 9 personnes sur 10 paient leur impôt à l'heure en Grande-Bretagne. Eh bien, en mobilisant le fait que la norme, c'est de payer ses impôts à l'heure, eh bien, je vais être tenté, au moment de décider si je paye ou non mes impôts à l'heure, de suivre la norme. Donc, la façon dont on m'aura présenté la décision que j'ai à prendre, en s'appuyant sur le fait que tous mes congénères paient leur impôt à l'heure, eh bien, je vais être incité à le faire. Pour la mouche, évidemment, la mouche, c'est ce petit outil, ce petit visuel, ce petit sticker collé au fond des urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam qui facilite la visée par l'individu et comme ça, du coup,
il n'éclabousse pas et il ne salit pas les toilettes. Et l'ambition de cette mouche, c'était de laisser les toilettes des hommes propres. Et avec l'utilisation de la mouche, évidemment, l'hygiène des toilettes de l'aéroport d'Amsterdam se sont considérablement améliorées. Et alors que toutes les autres injonctions, toutes les autres communications pour dire il faut laisser cet endroit propre avaient peu d'efficacité. On y reviendra bien sûr. Et donc, ça serait quoi le nudge? En fait, la traduction, c'est coup de pouce, mais la traduction réelle, c'est pousser du coude, amener dans la bonne direction, pousser dans la bonne direction, tout en laissant l'individu libre de choisir. Et donc, les nudges seront des techniques d'incitation au changement de comportement, mais, et c'est très important, qui préservent la liberté de l'individu, et souvent en améliorant l'information pour faciliter la décision, et du coup, si l'information est plus facile à comprendre tout de suite, rapidement, pour m'amener à prendre la bonne décision ou faire le bon choix, eh bien, vous l'avez vu précédemment, du coup, je vais être satisfait et mon cerveau sera content. Voilà. Et l'intention d'orienter sans forcer les choix des individus, c'est bien ça, par une intervention qui soit le plus discrète possible et le plus indolore. C'est la théorie des nudges qui a été développée par Richard Thaler et Cass Sunstein dans leur livre maintenant devenu fameux, paru en 2008, qui s'appelle Nudge, évidemment la méthode douce pour inspirer les bonnes décisions. D'ailleurs, Richard Thaler a été nommé pour ses travaux sur les nudges et l'économie comportementale, prix Nobel d'économie en 2017. Mais le nudge, on peut donner une autre définition. On dit souvent que c'est un petit élément qui est présent dans l'environnement, hein, style la mouche, qui attire notre attention tout de suite et qui modifie notre comportement sans que on ait trop à réfléchir. Voilà. Et ce qu'on dit souvent, c'est que le nudge est un facteur prétendument non pertinent. Hein. Trouver une mouche dans des urinoirs, bah c'est non pertinent, mais qui influence nos choix de telle sorte que, évidemment, nous en trouvons mieux. En tout cas, en l'occurrence, pour les urinoirs de l'aéroport d'Amsterdam, c'est que globalement, la communauté des hommes qui vont utiliser les toilettes se trouve mieux, parce que du coup, on est dans un lieu qui est propre. Très important, c'est le nudge doit laisser l'individu choisir librement. Voilà. Et pour ça, on agit sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'architecture de ces différentes options. Comment on va faire en sorte qu'il choisisse ce qui est le plus favorable à son intérêt personnel ou à l'intérêt général. Voilà. Et pour ce faire, les nudges ciblent les biais cognitifs, voilà, à travers souvent des dispositifs qui sont ludiques ou au coût modeste. Pourquoi ils ciblent les biais cognitifs? Parce que les biais cognitifs, ce sont nos habitudes, ce qu'on appelle aussi les heuristiques de décision, qui fait que nous agissons sans réfléchir, puisque le cerveau n'a pas toujours besoin de réfléchir, évidemment, et tant mieux que nous ayons des biais cognitifs, sinon on serait en permanence en train de se poser des questions. Et on va utiliser ces biais cognitifs, ces heuristiques de décision, qui fait qu'on agit sans réfléchir, sans trop réfléchir, ça ne demande donc pas d'effort, et les nudges vont surfer entre guillemets sur ces biais cognitifs, sur ces heuristiques de décision, pour nous amener à prendre des décisions, à faire des choix avec le moins d'efforts possible. C'est bien ça, les biais cognitifs, et c'est la compréhension des biais cognitifs qui va nous aider à créer des nudges. Alors, c'est quoi les biais cognitifs? C'est une organisation de pensée qui est souvent trompeuse, ou en tout cas qui paraît faussement logique, et dont la personne s'accommode, et tant mieux d'ailleurs, pour prendre position, pour justifier une décision, pour encore interpréter des événements, ou évidemment prendre la bonne décision, ou en tout cas la décision qui serait nécessaire à prendre au moment où il faut la prendre. À quoi donc ils vont servir? À répondre à ces deux questions. Qu'est-ce qui freine l'adoption d'un comportement ou du comportement attendu? Ou qu'est-ce qui nous empêche de prendre la meilleure décision? Alors, des exemples de biais, par exemple le biais de confirmation. Hein. En fait, souvent, on va chercher des preuves extérieures qui ne font que confirmer ce que l'on pense déjà.
Et donc ça nous facilite la vie, hein, puisque c'est comme si j'avais des œillères, quelque part, la décision que je vais prendre, je la conforte par les informations, et bizarrement les informations que je trouve, ce sont les informations qui viennent conforter mes choix. Voilà. Si je suis climato-sceptique, eh bien par hasard, par ailleurs, où je vais tomber que sur des informations qui confirment que le réchauffement ou le dérèglement climatique, c'est une vue de l'esprit. Qui plus est, avec Internet et les réseaux sociaux, si je suis climato-sceptique, bah, mes réseaux sociaux et mes navigateurs comme Google, ils ont déjà préfléché mes appétences ou ce que je regarde habituellement, et quand je vais taper le sujet qui m'intéresse, ils vont me faire remonter soit des posts, soit des avis, soit des informations qui sont très très proches de ce que je pense déjà, puisque c'est ce que je cherchais prioritairement, préalablement. Voilà. Et donc effectivement, les réseaux sociaux ont plutôt tendance à aller confirmer ce que je pense déjà, et donc du coup je n'ai pas à creuser l'information, je n'ai pas à chercher plus. Deuxième biais, et il y en a beaucoup d'autres, hein, là je vous présente quelques-uns les plus connus, c'est le biais d'affect. On est plutôt enclin à changer nos comportements si on est mobilisé par un ressenti émotionnel fort. On l'a vu avec la femme en colère, tout de suite on réagit en disant c'est la colère, que si on nous avait mis évidemment une multiplication. Voilà. Et donc c'est vrai que utiliser pour agir l'émotion, ou en tout cas pour créer un ressenti émotionnel fort, l'image va être ce qui est souvent le plus pertinent, le plus facile, parce qu'on a un ressenti émotionnel fort. L'autre biais qui est très connu, c'est l'inertie ou le statu quo, hein. Le biais de l'inertie, évidemment, c'est que quelque part, on est réfractaire à tout changement, et donc là, tout ce qui est acquis et tout ce que l'on fait déjà, eh bien c'est un peu la norme pour nous. Donc ça, c'est le biais d'inertie, le biais du statu quo, qui freine beaucoup l'adoption de nouveaux comportements, vous le comprenez aisément. Alors il y a un autre biais, et je vous poserai cette question: combien exigez-vous de pouvoir gagner pour accepter de perdre 100 € à pile ou face? Voilà. Cette question-là, la réponse souvent c'est 1000 €. Voilà, c'est beaucoup plus, hein. Tant qu'à gagner, si je risque de perdre 100 €, le gain espéré c'est au moins 1000 €, hein. Faut que vraiment il y ait une vraie différence. Eh bien, ceci s'appelle l'aversion à la perte. Alors, l'aversion à la perte, c'est relativement puissant, hein. Ça veut dire qu'on a plus peur, pour la même somme, on a plus peur de perdre que l'espoir de gagner. Donc ça veut dire que ça va nous faire agir plus si on voit qu'on va perdre 100 € que si on va gagner 100 €. Voilà. Et donc, du coup, ça nous fait choisir l'option la moins risquée, évidemment, à moins que le gain escompté soit largement supérieur à la perte. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un élément pour ramener des comportements, montrer que ce que l'on va perdre est risqué, et de toute façon ce que l'on y gagne sera jamais à la hauteur de la perte. Et donc, du coup, c'est un biais qui freine le changement de comportement. Donc il vaut mieux quelquefois dire que si vous n'adoptez pas un nouveau système de chauffage, vous allez perdre 1000 €. Ça a plus d'efficacité que de dire si vous ne changez pas votre nouveau chauffage, vous risquez de gagner 1000 €. Voilà. Donc ça, c'est le biais d'aversion à la perte. Alors, le biais de temps présent, c'est un biais qui rentre souvent en jeu, qui fait que l'individu, il est concentré, ce qui l'intéresse, c'est lui, d'abord, et puis c'est ici et maintenant. Et vous comprenez bien que, notamment en matière de développement durable, on lui demande d'agir avec des petits gestes maintenant pour un effet qu'il ne verra pas dans 20, 30, 50 ou 100 ans. Eh bien, face au biais de temps présent, il va surtout faire les actions dont il voit le bénéfice pour lui immédiatement, et tout ce qui est renvoyé à très loin, eh bien, on va avoir plus de difficultés pour engager l'individu à agir. L'autre biais, c'est le biais d'optimisme. Le biais d'optimisme nous amène à penser que nous courons moins de risques que les autres. Voilà.
Ça, on pense qu'on est surpuissant, que l'on risque rien et que tout ça n'arrivera qu'aux autres. Et donc ça s'appelle le biais d'optimisme. Une fois qu'on a défini les biais, que l'on comprend ce qui freine le comportement attendu, eh bien on va aller créer les nudges. Et d'abord, je vais vous présenter un certain nombre de nudges qui vont pouvoir vous inspirer. Premier nudge, c'est le choix par défaut. Voilà. Donc on n'a pas le temps à voir comment programmer l'impression recto, verso, en noir et blanc. Eh bien, l'option par défaut, et c'est un nudge, c'est que dans l'architecture de choix qu'on nous propose, on nous propose le recto verso en noir et blanc par défaut. Voilà. Et comme j'ai pas envie de faire d'effort, eh bien j'imprime en noir et blanc, recto verso, par défaut. Et si je veux, et je suis toujours libre, de vouloir imprimer en couleur, eh bien je dois aller dans les paramètres de mon imprimante ou de mon logiciel pour changer les paramètres. Donc face à un choix qui est noir et blanc, recto verso ou couleur recto simple, eh bien par défaut, j'ai programmé recto verso noir et blanc. Mon cerveau n'a pas à réfléchir et donc par défaut, j'agis pour ce qui est le mieux, évidemment, pour réduire les consommations de papier et de consommation d'encre et donc pour éviter le gaspillage de papier et donc c'est meilleur pour l'entreprise, l'organisation ou la planète. Un autre biais, un autre nudge très connu, c'est les normes sociales. On l'a vu avec les impôts au Royaume-Uni. Et bien là, évidemment, on a toujours envie de se ressembler, de conforter notre ressemblance, notre appartenance à une communauté. Et donc ça, les normes sociales, par exemple, ici, 90% des autostoppeurs ont été pris en moins de 10 minutes. Et bien ça va nous inciter à agir, puisque si les autres l'ont fait, si les autres ont été dans cette situation, il n'y a pas de raison que moi je ne puisse pas avoir les mêmes résultats ou les mêmes bénéfices que mes concitoyens. Autre exemple de norme sociale, hein, voilà, 90% des visiteurs ont laissé leur table propre, et bien ça va m'inciter à ressembler aux autres, tout simplement. Un autre exemple de nudge, c'est l'assaillance. C'est au moment où je dois agir, donc face à une décision, face à un choix, je vais présenter au moment où j'ai à agir les informations me permettant d'agir. Et donc le cerveau, il n'a pas à réfléchir, hein. Il n'a pas à se dire est-ce qu'il faut que j'éteigne la lumière ou pas. Ben, quand il est face ou quand il passe devant l'interrupteur, il y a un message qui est souvent d'ailleurs ludique et pas coercitif, hein, qui va l'inciter à éteindre la lumière. Mais on peut avoir quelque chose qui est incitatif, mais qui montre un bénéfice, alors là négatif puisque c'est la pollution et les émissions de CO2, mais on a l'information qui nous montre le bénéfice, mais là bénéfice négatif, que l'on aurait à ne pas éteindre la lumière. Donc c'est un peu l'aversion à la perte qui rentre en jeu. Là, on s'appuie sur le biais d'aversion à la perte. Et donc là, on se dit, oula, ça émet du CO2. On aurait pu mettre des euros, hein, pardon, qui nous auraient laissé entendre que, évidemment, on perd de l'argent en agissant de la sorte. D'autres exemples de nudge où on joue sur l'humour, hein, pour inciter les conducteurs à prendre des autostoppeurs. Un autre exemple de nudge, c'est la façon dont on présente l'information. Là, on est en plein dans l'architecture de décision, l'architecture de choix, et c'est le cadrage, comment on présente l'information, et souvent on est influencé par la forme que peut prendre l'information ou les éléments qui sont utilisés pour présenter une option de choix. Voilà, si on dit que le grand sachet de frites c'est grand, c'est pas pareil que si on dit king ou c'est normal. Voilà. Bah, si c'est normal, on va avoir tendance à vouloir prendre celui-là, alors que si on dit king ou grand, eh bien là on va se dire non, on va plutôt prendre le normal, mais le normal en l'occurrence, il est souvent déjà très très grand par rapport à ce qu'on pourrait appeler le petit, évidemment. Et là, évidemment, les marques et les enseignes jouent avec ça pour nous inciter à prendre là où il y a le plus de marchandises. Ça, c'est évidemment le même esprit, c'est comment on présente dans une cantine ou dans un supermarché ce qui est bon pour la santé ou ce qui est moins bon. Et bien évidemment, dans une cantine scolaire, si on met d'abord
les légumes, eh bien du coup j'arrive, j'ai faim, eh ben, je vais prendre des légumes. Si je les mets en fin de ligne, eh bien j'ai moins de chances que le jeune prenne les légumes. Par contre, si en tête de gondole je mets des sucreries, eh bien là je vais avoir tendance à prendre des sucreries parce qu'ils sont à portée de main. Un autre nudge, c'est le retour d'information. L'individu, suite au biais de temps présent, il a envie de voir tout de suite le résultat de son action. Ben ça, c'est le feedback. C'est un nudge qui est assez puissant. Si chaque fois que je menais une action, j'avais le résultat immédiat, ben peut-être qu'il y a des actions que je ferai ou évidemment que je ne ferai pas. Voilà, l'exemple où je vois tout de suite quand je tire la feuille que je consomme du papier et que la consommation du papier c'est évidemment du bois, et là on montre que je suis en train de détruire l'Amazonie, donc là du coup je vais prendre qu'une feuille. L'autre nudge dont on a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle la simplification des choix, c'est-à-dire comment faire pour, avec très peu d'informations, conduire la décision de l'individu. Là en l'occurrence, à l'aéroport d'Amsterdam, eh bien c'était la mouche dans les urinoirs masculins. Mais on trouve aussi ça, donc ça m'incite à viser et donc pas en mettre partout. Voilà, ça c'est la simplification des choix évidemment. Il y a un nudge qui s'appuie sur le biais de l'émotion, hein. Ben, le nudge s'appelle le nudge s'appelle émotion et affect. Et bien c'est l'exemple du tapis de l'escalator. Voilà, sur l'escalier, ben, j'ai mis des notes de musique, donc du coup ça me crée un ressenti émotionnel très fort, et donc je vais plutôt utiliser les notes de musique que prendre et faire moins d'efforts en prenant l'escalier roulant qui est à côté. Autre exemple pour les Jeux Olympiques où on a symbolisé cette piste d'athlétisme qui donc joue pareil sur l'émotion. Alors, comment faire pour ne plus rater la création d'un nudge? Je vais vous présenter maintenant la méthode Nudge Creator et le processus de création de nudge. Pour ce faire, pour créer des nudges, nous allons prendre un exemple que je vais vous présenter. Quelles sont les phases pour créer un nudge? La phase 1, en fait, va consister à rédiger le comportement à changer, comme il faut, à préciser la cible, à qui on veut faire changer les comportements, à choisir le moment où le nudge devrait être mis en œuvre, ça c'est très important, hein, et puis évidemment aussi l'endroit où celui-ci devra être déployé. Ça, c'est la phase 1. Et cette phase 1 est très importante puisque elle va nous permettre de préparer le travail. Bien sûr, préalablement, j'aurai étalé les 8 étapes de création de nudge que vous avez sous les yeux maintenant. Donc j'étale les cartes de 1 à 8 et puis on va se servir des cartes correspondantes au fur et à mesure pour créer les nudges. On l'a vu, la première phase, c'est donc quelle est la cible, quel est le comportement, quel est le moment, quel est l'endroit le plus adéquat. Pour ce faire, je vais sur des post-it ou au paperboard écrire quelle est ma cible, quel est le comportement, quel est le moment, quel est l'endroit. Et donc l'animateur prend les cartes et il montre les cartes au groupe qu'il a autour de lui ou à la petite équipe qu'il a autour de lui en lui disant voilà quelle est la cible, est-ce que le comportement est bien celui-là, à quel moment va-t-on déployer le ou les nudges et à quel endroit va-t-on déployer les ou les nudges. Bien sûr, on pourra revenir ensuite sur le moment et l'endroit, mais ça permet de conduire en tout cas la première inspiration ou aspiration pour arriver à produire les nudges. Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est le don d'organes. Voilà. Donc, quel est le comportement? En l'occurrence, c'était augmenter le don d'organes, pas assez de dons d'organes en France. C'était avant, évidemment, l'évolution de la loi, où le don d'organes n'était pas pour tout le monde, et donc il était sur la base volontaire. Voilà. Donc, la cible, en l'occurrence, c'est tous les individus majeurs. Voilà. Donc ça, c'est la première étape qui est assez simple, mais il faut bien définir quel est le comportement à changer et à qui on s'adresse.
Deuxième étape, ça va être préciser les biais qui bloquent la réalisation du comportement. Et pour ce faire, on va en utiliser 1 à 3 et on va placer les biais qu'on va retenir sous la carte correspondant à la frise. Voilà. Donc quel biais rentre en ligne en jeu? Et donc là, je prends toutes les cartes biais. Voilà, donc, et ces cartes biais, au fur et à mesure, je les lis ou je les fais lire aux participants qui sont autour de la table et j'interroge en tant qu'animateur du jeu, je leur demande si ce biais-là, selon eux, rentre en ligne de compte sur le frein quant à l'adoption du nouveau comportement attendu. Voilà. Et donc je prends chaque biais au fur et à mesure. Voilà, et je demande l'avis, et je retiens ceux qui me semblent servir ou aller à l'encontre du comportement attendu. Voilà, donc voilà, je prends tous les biais, je détaille tous les biais, et je retiens. Et la méthode, pour être efficace, fait que je vais plutôt retenir 3 biais maximum. Évidemment qu'un comportement ou l'adoption d'un nouveau comportement peut mettre en jeu plusieurs biais. Mais pour trouver les nudges correspondants, si on a quantité de biais, évidemment que ça va devenir complexe. Donc la méthode Nudge Creator permet de se dire on va essayer de travailler sur les 3 biais principaux qui freinent le comportement attendu ou 3 biais qui vont nous permettre qu'on va peut-être utiliser pour créer des nudges pour faciliter l'adoption du nouveau comportement. En l'occurrence, pour le don d'organes, j'ai considéré que le biais le plus entrant en ligne de compte, c'était le biais d'inertie de statu quo. Hein. Bon, je sais que c'est nécessaire de donner des organes pour sauver des vies, voilà, mais il faut faire des démarches, et donc par habitude, par inertie, j'ai pas envie de remplir le formulaire qui va bien, ça prend du temps, donc bah, du coup je passe toujours à côté. Voilà. Le biais d'optimisme qui rentre en ligne de compte, qui fait que je ne m'interroge pas sur est-ce que ça pourrait m'arriver, parce que si je m'interrogeais qu'un accident ou un événement pourrait m'arriver, je serais bien content qu'il y ait évidemment le plus grand nombre de donneurs d'organes. Ben, le biais d'optimisme fait que ça freine aussi l'adoption et l'adhésion à donner mes organes. Ben, le biais d'optimisme me fait dire que ça m'arrivera jamais, donc je n'ai pas besoin d'organes, donc moi-même du coup je ne vais pas les donner. Voilà. Et puis la disponibilité mentale, c'est un biais qui fait que on agit avec les informations que l'on a sur le moment où on doit agir. Voilà. Donc, et donc là, j'ai pas d'informations sur le moment de la prise, enfin de l'adoption ou en tout cas de l'adhésion au programme pour donner mes organes. Et bien, du coup, je ne le fais pas au moment où je devrais le faire. Voilà. Troisième phase de la création des nudges, c'est quelle est l'expérience que je veux faire vivre par le nudge. Voilà. Est-ce que je veux simplifier l'information que je vais donner à mes individus, à mes citoyens, à mes consommateurs? Est-ce que je veux montrer les avantages immédiats? Est-ce que je veux réduire les contraintes? On a vu que le nudge s'appuyait beaucoup sur la simplification. Est-ce que je veux permettre le premier pas sans risque? Voilà, je n'ai pas envie de prendre de risque. Je veux faciliter un retour rassurant, une information qui me revient, qui me rassure dans le fait que j'ai fait le bon choix. Est-ce que ça me permet de la reconnaissance, une façon de me valoriser, d'augmenter l'estime de soi, ou est-ce que c'est un nudge qui va me faciliter le partage avec d'autres? Et donc la question, c'est quelle expérience voulons-nous faire vivre à l'individu? C'est ça la question que l'on pose. Et donc, pareil, le maître du jeu prend chacune des cartes et les présente en fait à ses équipiers ou à ses participants en disant voilà, est-ce que cette carte, est-ce que tu penses qu'on peut créer, ou est-ce que tu as une idée pour s'appuyer sur faciliter la reconnaissance, faciliter le partage, réduire les contraintes, assurer le feedback, permettre le premier pas sans risque ou simplifier l'information, ou permettre la reconnaissance, sur quoi on pourrait appuyer la création des nudges. En l'occurrence, voilà un choix possible pour le don d'organes, qui est une façon d'utiliser cette expérience à vivre, par exemple en réduisant les contraintes. Voilà. On sait que l'individu, de par les biais de disponibilité mentale ou les biais d'inertie, il a surtout envie de réduire les contraintes
face au don d'organes, et puis aussi simplifier l'information, voilà, pour agir vite. Voilà ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai vu que les biais, ils étaient assez liés à ce qu'on pourrait appeler des leviers, en fait, voilà, le levier de ces biais-là, pour être, je réduis les contraintes. Comment faire pour réduire les contraintes? C'est le nudge qui va nous le dire, et comment faire pour simplifier l'information. Ensuite, je rentre dans la phase des nudges, de la création des nudges, et là, je vais balayer les cartes nudge que j'ai à ma disposition, pareil, en les donnant aux participants, aux équipiers, et en leur disant de chercher des nudges avec une méthode créative qui est très très simple, qui est la ressemblance, l'analogie. Voilà, je prends un nudge, je dis, je balaye tous les nudges, et puis ça me fait penser à quel type de nudge qui serait adapté au comportement que je veux faire changer. Voilà. Par la méthode de créativité de l'analogie, on va rapidement pouvoir trouver les 2-3 nudges qui vont répondre aux enjeux de changement de comportement. Donc c'est ça, quel type de nudge pouvons-nous utiliser comme source d'inspiration? La méthode Nudge Creator s'appuie à ce moment-là sur ça. Et donc je prends effectivement toutes les cartes nudge. Alors là, on n'a pas tous les nudges, évidemment. J'ai fait une sélection de 10 nudges, 10 types de nudges que l'on peut trouver facilement et qui sont parlants, donc facilement transposables à d'autres situations, évidemment. Voilà, donc là je présente, je donne des cartes, et puis les participants disent bah tiens oui, avec cette idée de nudge de science, ça me donne l'idée de tel type de nudge, etc. etc. Et les participants ou l'animateur, le maître du jeu, note les idées sur des post-it et le glisse sous l'étape qui correspondait à l'inspiration nudge. En l'occurrence, pour le don d'organes, on a retenu ces 2 types de nudge qui font écho en plus assez facilement là, mais c'est pour l'exercice et pour la présentation pédagogique au levier qu'on a identifié, hein, qui est réduire les contraintes et faciliter le choix. Ben là, on a simplification des choix, voilà, et puis choix par défaut. Voilà. Donc les 2 nudges. Donc qu'est-ce que ça donne évidemment comme nudge créé? Eh bien, partant de là, hein, on a simplification des choix pour réduire les contraintes, et puis option par défaut pour lever le biais d'inertie. C'est que du coup, et a été conçu en termes d'économie comportementale pour répondre aux enjeux de santé publique, en positionnant le nudge comme un don d'organes obligatoire par défaut. Donc si c'est par défaut, je suis donneur d'organes par défaut, voilà. Bien sûr, je suis libre de refuser. Pour ce faire, évidemment, il faut que j'aille sur le site internet, me déclarer, donc ça demande de l'effort, et comme je sais que j'ai le biais d'inertie qui va rentrer en ligne de compte, eh bien, nombreux seront ceux qui vont faire la démarche pour refuser le don d'organes. Et donc, on aura évidemment atteint l'objectif qui est d'augmenter les donneurs d'organes. Et c'est bien nudge puisque ça relève de l'économie comportementale. L'économie comportementale, c'est comment faire adopter des bons comportements en s'appuyant évidemment sur, non pas ce qui paraît être rationnel, le don d'organes lui-même paraissait être rationnel pour sauver des vies, mais simplement sur les biais et les heuristiques de décision, et c'est par ce petit coup de pouce que, évidemment, tout en laissant libre l'individu, que l'on va faciliter évidemment le don d'organes. Il y a une phase 5 qui est l'efficacité et puis l'éthique. Voilà, souvent on reproche au nudge de ne pas être suffisamment éthique. Et bien là, c'est que les cartes qu'on va mobiliser vont nous permettre de s'assurer que ce que l'on crée est évidemment éthique. Voilà. Mais d'abord, l'efficacité. Pour créer des nudges, on l'a vu, il faut souvent penser visuel, image plutôt que mots. Même si on a des nudges qui s'appuient sur les mots, il y en a beaucoup. Mais visuel et image plutôt que mots, l'exemple évidemment de la mouche dans les urinoirs masculins. Simplicité et facilité plutôt qu'exhaustivité. Voilà. Un visuel qui est simple, une facilité de mise en œuvre, bah, je suis donneur d'organes par défaut. C'est pas très compliqué, il n'y a pas 50 options évidemment. Compréhension immédiate plutôt que surabondance d'arguments complexes, parce que là du coup je dois décoder, et c'est évidemment moins incitant à passer à l'action puisque j'ai envie de voir le bénéfice immédiat de mon action. Émotion plus que raison, on l'a vu,
jouer sur l'émotion amène un changement de comportement plus grand que si on joue sur la raison. Autonomie et liberté de décision plutôt que choix préimposé. Voilà. On l'a vu qu'avec le don d'organes, on a sur un choix préimposé, évidemment, même si l'individu est libre d'eux. Eh ben, c'est donc un nudge qui est en termes d'éthique, sauf que bon, il y a la question de la santé et des vies humaines, mais en termes d'éthique, évidemment, il est moins éthique, entre guillemets, que ne pourrait l'être un autre nudge, évidemment. Transparence plutôt qu'action masquée, évidemment. Est-ce que le nudge que je vais choisir, est-ce qu'il est suffisamment transparent et décodable, voilà. Et puis, attention à tout nudge qui semblerait par trop manipulatoire et peu éthique. Et donc, c'est avec ces cartes-là, 10 ingrédients, que le maître du jeu va pouvoir utiliser. Voilà, si quelqu'un me propose un nudge qui est pas très imagé, je sors la carte un petit peu comme un arbitre, hein, et qui dit voilà, ben là, ça manque d'image. Voilà. Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Voilà. Mais est-ce que c'est éthique? Voilà. Est-ce que c'est transparent? Est-ce qu'il y a un danger de manipulation? Donc ça, c'est une façon d'alerter. Et puis, est-ce qu'on joue ou non sur l'émotion? Ça, c'est pour faciliter aussi la prise de décision pour le nouveau comportement qui est attendu. Voilà. Et ça donne évidemment cette campagne qui est là, qui est la traduction publicitaire du choix qui a été fait de rendre le don d'argone par défaut obligatoire. La phase 6, c'est la phase de test et après de déploiement, hein, jusqu'à la phase de communication et de déploiement. Là, je m'arrête à la phase 6, mais donc là, c'est là où je vais définir comment je vais tester le nudge, ou les nudges, hein, puisque trouver des nudges, c'est une chose. Le processus de création, grâce à l'analogie, en s'inspirant et en partant des biais, il peut paraître robuste. Il a été évidemment qu'il vaut mieux le créer avec des parties prenantes qui soient concernées et pas que ceux qui sont un peu de l'extérieur de la problématique, mais néanmoins, il vaut mieux tester. Ensuite, voilà, pour évaluer s'il y a eu un effet, est-ce qu'il est suffisant, est-ce qu'il correspond à nos attentes, et du coup de pouvoir mettre en œuvre le plan d'action de développement et préciser évidemment qui va piloter, quels sont les facteurs clés de succès, qu'est-ce qu'on attend et quel est le calendrier et d'ajustement que l'on va mettre en œuvre. Voilà, avec l'ensemble de ces phases et l'ensemble de ces cartes, et avec la méthode Nudge Creator, on aura donc pu créer des nudges s'appuyant sur les biais ou utilisant les biais cognitifs, et de manière à pouvoir faire changer les comportements pour des comportements plus vertueux. Merci.